I would like to invite Quentin Wilbaud avec sa présentation en tournée Marrakech. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, je suis enchanté de démarrer ce séminaire et de pouvoir vous présenter donc le projet Tournai Map 3D. Donc, il ne s'agit pas ici de maquettes réelles, mais plutôt de maquettes numériques à partir de la réalité d'une ville ancienne. Je suis d'ailleurs ici à Loki Tournai. Derrière moi, vous voyez la photo aérienne de la ville de Tournai que je vais vous présenter, puisque vous êtes tous très loin. Donc, c'est un projet qui vise à mettre au point un outil cartographique de gestion du territoire à base d'orthophotoplan en 3 dimensions. C'est un projet qui est en lien avec un projet, je dirais, symétrique au Maroc, qui s'appelle Marrakech Map 3D. Mais ici, je vais vous présenter la version Tournai, mais une façon aussi de parler de la technique, une technique dont j'ignorais tout avant que mon ami et collègue géographe Yves Baudot, qui est avec nous, m'initie au relevé 3D, et c'est avec lui que nous avons réalisé tout ce que je vais vous présenter ici. Donc, je vais partager mon écran d'abord pour un petit PowerPoint d'explication de ce que vous verrez ensuite dans une vidéo que nous avons réalisée il y a 3-4 ans, en 2017, pour présenter justement ce projet et les relevés 3D que nous avons réalisés. Alors, partage d'écran, oui, PowerPoint, partager, j'y vais. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Oui, très bien. Bon, donc, voilà, la ville de Tournai, vue aérienne classique. Donc, vous voyez, c'est une petite ville, environ 30 000 habitants intramuros, c'est à peu près le double sur le territoire qu'elle gère aux alentours. Voilà, donc la représentation d'une ville comme Tournai, qui est une ville très ancienne, qui a une fondation romaine, etc., je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Tournai, c'était généralement, attendez, j'essaie de voir, zut, mon PowerPoint ne veut pas passer, ah si, voilà, ok. Donc la représentation des villes, c'était généralement en 2 dimensions, et généralement également à des fins militaires. Seulement, les militaires avaient toujours des problèmes avec ces représentations en 2 dimensions, c'est qu'on avait du mal à viser, et il fallait bien sûr la 3e dimension pour atteindre plus précisément certains objectifs. Et cette façon de représenter les villes traditionnellement en 2 dimensions était complétée généralement par des vues telles que celle-ci, qu'on appelle un peu skyline, et qui représentaient les clochers, les beffrois, etc., les repères en hauteur pour pouvoir, bien sûr, diriger des canons. Alors, ensuite, eh bien, il y a eu une révolution de la 3D, c'est la création de maquettes, et les premières maquettes, en tout cas, que l'on connaît de Tournai, ont été réalisées à l'initiative à la demande de Louis XIV par les équipes de Vauban, donc au moment où on a refortifié la ville de Tournai à cette époque-là. Et il existe une maquette assez intéressante ici à Tournai, au musée du folklore, qui est une copie au fait de la maquette originale que je vous présente ici dans le coin supérieur gauche et qui est conservée à Lille. Au fait, nous sommes dit que cette maquette pouvait être un objet intéressant à comparer avec les relevés en 3 dimensions que l'on peut réaliser aujourd'hui d'une ville comme Tournai. Alors, je vous explique rapidement. Je vois que c'est un PowerPoint qui se lance automatiquement sur les diapositives suivantes. C'est très bien. Donc, ici, il faut présenter un peu la technique à partir de relevés que nous avions réalisés avec Yves Baudot au Maroc sur une casbah qui est aux alentours de Marrakech, à Oumnast. Et donc, vous voyez, on fait des photos aériennes. Donc, on tourne plusieurs fois autour d'un objet en 3 dimensions. Et après, l'ordinateur analyse ces photos pour y repérer tous les points identiques. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a une sorte de reconstruction à partir de ces points qui sont analysés par l'ordinateur et reconstruits dans les 3 dimensions. Alors, vous voyez une vue aérienne en haut et en bas, ce nuage de points, comme on l'appelle, qui est assez difficilement lisible et donc il faut traiter, si on veut, pour essayer de reconstituer
maquette numérique lisible. La première étape est de relier l'ensemble de ces points, et c'est ce qu'on appelle un peu l'étape fil de fer. Et vous voyez ici, ce n'est pas facilement lisible non plus, mais enfin on voit que tous ces points identiques sont reliés par des petites droites. Et après coup, donc ce passage par l'étape fil de fer est renourri quelque part par toutes les informations de couleurs, de textures, etc., qui sont contenues dans l'analyse de ces points à partir des photos aériennes qui ont été prises. Donc, vous voyez ici donc, le passage du fil de fer à un fil de fer texturé, et puis après, donc, on arrive à une maquette numérique. Voilà, donc vous voyez ici, ce château, c'est une kasbah, on appelle ça au Maroc, hein, donc une sorte de château construit en terre aux alentours de Marrakech. Et c'était un peu je dirais, le galop d'essai que nous avions fait ensemble avant de nous lancer dans les relevés urbains pour voir un petit peu la faisabilité et le degré de précision que l'on peut obtenir avec ce type de relevé. Donc, ce type de relevé en nuage de points peut être intégré dans des logiciels comme AutoCAD et donc permettre des mesures de hauteur, des mesures bien sûr en longueur, en largeur, mais également en hauteur. On peut créer des coupes également, etc. Mais ça, vous verrez dans la vidéo donc, ce que l'on a fait sur Tournai avec ce même genre de technique. Ces relevés peuvent également être insérés dans des SIG, hein, et on peut en retirer des courbes de niveau, mais également avec un traitement de couleurs, d'indiquer comme ça les différents niveaux. Ici, bien sûr, c'est un espace assez escarpé, hein, de collines autour de Marrakech. Dans la région de Tournai, la transposition, c'est évidemment un relevé de territoire en 3 dimensions permet une analyse au niveau hydrographique, par exemple. Ici, ce sont les différents ruisseaux qui alimentent le fleuve Escaut qui traverse Tournai. Donc, ça paraît évident au niveau territorial, au niveau urbain. On veut montrer également tout l'intérêt qu'il peut y avoir à ces relevés, à ces maquettes 3 dimensions. Ceci, c'était parmi les premiers, le premier rendu qu'on a eu sur le relevé 3 dimensions de Tournai. Donc, on voit très bien encore les points qui apparaissent. Voilà. Donc, après, vous verrez tout à l'heure, bien sûr, la cathédrale de Tournai, qui est l'élément architectural majeur au centre de la ville, qui a été isolé, par exemple, pour l'analyser en détail. Donc, ce type de technique a plein de prolongements possibles, bien sûr, dans la gestion du patrimoine urbain, mais on le voit également pouvoir être utilisé au sein d'une faculté d'architecture pour intégrer, par exemple, des projets d'étudiants dans une réalité, dans une maquette générale d'une ville en 3 dimensions. Bon, c'est encore un peu à l'étude pour le moment, mais c'est un outil qui s'avère être très porteur pour la pédagogie. Et donc, vous voyez ici aussi quelques différents rendus de ce travail sur Tournai, le relevé du Tournai actuel, mais également le relevé identique que nous avons réalisé avec Yves Baudot sur la maquette Vauban de la ville de Tournai. Alors, juste pour terminer, et c'est un petit sourire, parce que c'est les premiers rendus en 3D qui avaient été réalisés ont amené quelques petites surprises, comme par exemple ici, l'Escaut fait tout à coup des grandes vagues. Pourquoi? Parce que dans cette ville qui normalement ne bouge pas, tout à coup, il y avait un élément qui était mobile, qui était une grande péniche qui circulait sur le fleuve, et l'hélicoptère, enfin les différentes photos qui ont été prises ont duré un certain temps, et donc cet élément péniche s'était déplacé, et l'ordinateur, pour analyser les points, a dû inventer une sorte de montagne comme ça qui a l'air d'être tout à coup apparue au centre de la ville de Tournai. Voilà. Bon, ça c'était un peu une rapide présentation du cadre dans lequel bien le relevé a été réalisé. Et maintenant, parce que je pense que le temps de toute façon est assez compté et les 7 minutes de la vidéo vont bien remplir les 15 minutes qui m'étaient imparties pour présenter le projet. Donc, je vais demander, je crois que c'est Naori qui va nous lancer
La vidéo, c'est ça? C'est ça, oui, je vais lancer ça tout de suite. Donc, la vidéo, donc c'est une vidéo qui avait été réalisée dans le cadre de l'inauguration du nouveau site de notre faculté à Tournai et qui expliquait un peu justement autant ce travail sur Tournai que le cadre dans lequel il avait été réalisé. Voilà. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Depuis quelques mois, Tournai abrite en son centre la faculté Loki de l'UCL. C'est dans un ancien site industriel, situé dans le quartier Saint-Jean, sur la rive droite de l'Escaut, et réinvesti par l'architecte portugais Manuel Aires Mateus, que la faculté a pris ses quartiers. Soucieuse de s'impliquer dans la vie locale et la gestion du territoire de la ville, Loki se propose de mettre à disposition des chercheurs, des associations, de l'administration et des gestionnaires de ce territoire, des outils numériques de pointe. Un relevé en photographie verticale et oblique de l'agglomération tournaisienne a été effectué en mai 2017 par survol en hélicoptère. Il nous a permis de réaliser un modèle géoréférencé en 3 dimensions. Le musée du folklore de Tournai abrite sous ses combles la copie d'une maquette de la ville réalisée il y a 3 siècles à la demande de Louis XIV. Les mêmes techniques de prise de vue ont été utilisées pour produire un modèle géoréférencé en 3 dimensions de cette maquette. Ces 2 modèles peuvent donc se superposer pour proposer une visite virtuelle de la ville en parallèle à 2 époques. Les boulevards actuels et le site de la gare ont remplacé les remparts et fossés dessinés par Vauban. À partir du pont des Trous, remontons le cours de l'Escaut. Depuis 3 siècles, la ville s'est agrandie et densifiée. De nouveaux quartiers se sont développés. De l'ancienne citadelle ne subsiste que le Pentagone central. Ce qui reste de l'abbaye de Saint-Martin est aujourd'hui occupé par l'hôtel de ville de Tournai et le musée des Beaux-Arts dessiné par Horta. Quelques explications. Un grand nombre de photos aériennes sont prises à partir d'un hélicoptère. Certaines en visée verticale et certaines en visée oblique le long de trajectoires concentriques. Chaque photo couvre une portion de territoire. Un logiciel analyse les photos et les compare pour en extraire un très grand nombre de points remarquables. La position de chaque point dans une image est comparée à sa position dans les autres images pour déterminer sa position dans l'espace. Chaque point est ainsi référencé dans les 3 dimensions. L'ensemble de ces points mesurés forme un nuage de points basse densité. Par extrapolation, ce nuage est densifié pour obtenir un nuage de points haute densité au rendu plus réaliste. Les points peuvent être reliés entre eux pour former des facettes triangulaires, ce qui constitue un modèle communément appelé fil de fer. On peut attribuer à chaque facette une texture extraite des photos originales, ce qui renforce l'aspect réaliste du modèle. Ce type de modèle peut être utilisé au moyen de logiciels spécialisés pour diverses applications techniques. On peut par exemple extraire du modèle un bâtiment particulier pour en étudier toutes les faces et y effectuer des mesures en 3 dimensions. Il est également possible de définir des sections transversales. Ces données montrent toute leur utilité lorsqu'elles sont exploitées dans les logiciels d'information géographique où elles peuvent être intégrées à un très grand nombre d'autres données à référence spatiale.
Ici par exemple, dans la gestion patrimoniale, sur base de données cadastrales superposées à l'information fournie par le nuage de points. Ce type d'analyse peut se faire au niveau d'un quartier ou à l'échelle du territoire. Ces outils sont actuellement utilisés dans une recherche menée localement au sein de la faculté Loki. L'analyse porte sur l'évolution des réseaux hydrographiques par superposition de données diachroniques. Ici par exemple, à partir de sources historiques comme la maquette Vauban et la carte Ferraris. La troisième dimension du nuage de points peut être exploitée, par exemple ici, en représentant la hauteur des objets dans une gamme chromatique. Ici, c'est plutôt l'altitude des objets qui est représentée, ce qui permet d'effectuer, par exemple, une simulation de l'impact éventuel d'une élévation des eaux de l'Escaut. En attendant cette improbable montée des eaux, c'est de la superposition des réalités de la ville à des époques différentes que nous entrevoyons les usages potentiels. Pour intégrer, par exemple, des projets d'étudiants en architecture dans la réalité urbaine. Ces deux modèles numériques, nous les voyons surtout comme des outils, tant pour la ville de Tournai que pour notre faculté. Eh bien, voilà. Suggestion, le live Loki. Oui. Ok. Merci, Quentin. Mais de rien. On a maintenant un moment pour des questions du groupe ou des réactions, ou parmi ceux qui sont sur Facebook ou YouTube qui peuvent faire aussi ces commentaires par l'écrit et nous le transmettrons en Quentin. Si alguien, es un espacio ahora para una conversación, comentarios con el equipo y el trabajo que ha presentado Quentin Wilbo. Si je peux commencer, j'ai une ou deux questions à Quentin. Tu parles à un moment donné dans la vidéo de possibles coupes longitudinales, avec l'exemple de la cathédrale. C'est ça qui m'intrigue un peu, parce qu'il y a aussi les modèles qui vont jusqu'à être vectorisés par rapport au nuage de points. On a vu notamment la vectorisation de la faculté. Et ça se passe comment, en fait? Je veux dire, est-ce que les coupes sont utilisables en tant que telles? Je veux dire, la structure n'est pas présente dans le modèle, j'imagine. Et donc, comment fait-on une coupe dans un modèle surfacique, puisque c'est un nuage de points pris de l'extérieur, il est surfacique. Et alors, donc, l'autre question, c'est comment, ou alors ces deux travaux tout à fait différents, le nuage de points et sa mise en matérialité, et de l'autre côté, la vectorisation, je veux dire, type AutoCAD, quoi, ou type SketchUp. Ça passe comment? Je veux bien essayer de commencer à répondre, mais je pense qu'il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans l'assistance. Mais en réalité, tu as tout à fait raison. Il s'agit d'une surface. On fait des photos extérieures. Et donc, la coupe que l'on fait, c'est simplement à partir des surfaces extérieures que l'on peut avoir des informations, et donc absolument pas une coupe d'architecture qui donnerait une idée de la structure, etc.
Pour cela, il faudrait déjà faire le relevé intérieur complet, de superposer les deux, et on aurait, s'ils sont avec une grande précision, on aurait au moins l'épaisseur de ce qui n'est pas relevé entre la surface intérieure et la surface extérieure. Donc ça se fait, hein, mais à l'échelle d'un bâtiment, pas dans ce qu'on vient de montrer, qui est quand même un relevé à niveau urbain, avec une ambition d'échelle importante. Je pense qu'on fait aujourd'hui des vrais relevés de bâtiments très précis et en collant l'intérieur et l'extérieur. Hein. Donc ça, en tout cas, ici, Naori pourrait répondre plus précisément et au niveau technique, Yves, répondre peut-être à tes questions de la précision, peut-être de l'usage de ces coupes, peut-être de la vectorisation qu'il est possible de faire à partir des nuages de points. Voilà. Oui, je peux peut-être faire un commentaire? Pourquoi pas? Ça serait bienvenu. Oui, sur l'exemple donné de Tournai, l'objet de la numérisation, c'était l'ensemble de la ville. Et donc, la qualité du modèle est bien adaptée à l'ensemble de la ville. À partir du moment où on arrive au niveau d'un bâtiment en particulier, la qualité, la précision du modèle n'est pas suffisant pour faire une vectorisation du bâtiment. Le modèle 3D de la faculté qui a été intégré a été produit par d'autres méthodes, pas par ce nuage de points en tout cas. C'est évidemment possible d'avoir un modèle beaucoup plus détaillé en volant plus bas, en prenant des photos au sol, etc. Mais à ma connaissance, même s'il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là, la vectorisation automatique à partir du nuage de points n'arrive pas de très bons résultats. Je sais que l'Université de Liège a fait un exercice similaire sur la maquette de Liège un peu moins ancienne. Tout a été vectorisé à la main. C'est un travail considérable pour avoir un modèle cohérent. Voilà. Ok, merci. Oui, peut-être que Naori, peut-être tu peux peut-être dire un petit peu, répondre aussi à Frédéric? Oui, bien sûr. Par rapport au modèle, effectivement, la section qu'on a vue est une section d'enveloppe extérieure. Mais le grand avantage du système de nuage de points et de la photogrammétrie, c'est qu'on peut facilement recombiner. En fait, c'est une maquette qui peut évoluer au fil du temps en fonction des contributions des utilisateurs des uns et des autres. À la faculté, par exemple, nous avons acquis récemment un scanner Faro qui va nous permettre de compléter le relevé de l'école et de modifier la maquette de la faculté directement dans le gigantesque nuage de points qui fait 175 gigas. Et pareil pour la cathédrale de Tournai, il nous suffirait de rescanner en fait l'extérieur de la cathédrale et avec un scanner ou avec de la photogrammétrie, c'est-à-dire, comme on l'a vu là, une multitude de points de vue, nous pourrions en fait compléter cette maquette et ainsi avoir une coupe qui soit une coupe architecturale comme on l'entend, c'est-à-dire avec les épaisseurs, l'espace intérieur, la matérialité, etc. Donc, tu veux dire, comme disait Quentin, de modéliser un nuage de points intérieur à la cathédrale qui viendrait compléter le nuage extérieur. C'est ça. Ok. Et en fait, ça permet, votre intervention sur l'eau, l'évolution de la gestion de l'eau, ça pourrait permettre une évolution, je dirais même une prospective sur les problématiques de l'eau sur le territoire d'une ville. Si on compare les différents stades connus de la ville. Oui, mais ce qu'on a présenté là un petit peu, c'est un petit peu pas un gag, mais je veux dire, c'était un petit peu pour démontrer ce qu'il y a moyen de retirer d'une information de la troisième dimension. Mais les courbes de niveau actuelles même donnent déjà une idée de tout ça. Hein. Je pense que ce n'est pas le principal usage, mais en tout cas, c'est certain que pour la gestion de l'eau et de l'écoulement de l'eau, la troisième dimension est essentielle. Merci. Une autre question? Oui, merci Quentin. J'avais deux petites questions. Une question, c'était un commentaire plutôt, non? C'est l'importance qu'il y a eu l'idée d'une maquette d'une totalité
non? Et un espace où, on peut dire un espace de projet, mais aussi un espace de jeu pour faire des changements dans une ville et pouvoir contrôler, voir l'effet de la relation, une partie et la totalité. Ça, c'est un commentaire général que je trouvais très intéressant par rapport à la formation, même dans la difficulté qu'on pourrait imaginer la réalité comme la matérialisation d'un univers projectuel virtuel. Non? Et je voulais poser la question, si vous savez, à la faculté de Tournai, établit une certaine relation avec la municipalité, je ne sais pas quel est le mot, les organismes de gestion de la ville. Et si ça c'est déjà établi, ou si vous trouvez qu'il y a un espace de conversation, de travail commune à partir d'un modèle ou des instruments que vous mettez sur la table. Oui, non, très, très bonne question. Merci, Paulo. C'est bien sûr le but de mettre à disposition des gestionnaires d'un territoire des outils nouveaux. Et la ville de Tournai, on est en relation avec elle depuis 3-4 ans, bien sûr. Ils voient également un usage potentiel. On a été contacté déjà plusieurs fois. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir votre nuage de points pour un concours, pour un nouveau projet, etc. Donc, l'intégration dans une totalité d'un projet ponctuel déjà paraît un outil très, très utile pour les gestionnaires de la municipalité de Tournai. On appelle ville de Tournai chez nous, mais c'est la même chose. Moi, je vois aussi, mais c'est encore à construire, l'usage de ce type d'orthophotoplan en 3 dimensions comme un support de données géoréférencées. C'est-à-dire que je pense que, comme c'est numérique, on a des points très précis sur la surface de la Terre, dans les 3 dimensions, et on peut référencer toutes sortes de données que l'on a produites, soit des photos anciennes, des études anciennes, des projets anciens, à partir d'un point. Et j'imagine qu'on puisse rapidement, mais il faut encore qu'on teste la faisabilité de tout cela, enrichir sur la base, créer une sorte de base de données, d'éléments que l'on pourrait consulter à partir de leur localisation en 2 dimensions, et dans la 3e dimension, c'est encore plus intéressant. Ça, c'est un peu l'ambition du projet. Donc, ça intéresse bien évidemment les gestionnaires de la municipalité, mais également, bien sûr, des gestionnaires d'archives, de la connaissance. Et au niveau d'une faculté d'architecture, ça me paraît très intéressant, par exemple, que l'on puisse également rendre accessible tout ce qui a été produit au niveau intellectuel, études scientifiques, projets d'étudiants, etc., sur un territoire bien précis, comme celui de Tournai. Il y a une question de Luis Jaime Castillo. Oui. Claro. Yo he estado trabajando en los últimos 10 años intensamente en el tema de la fotogrametría, particularmente la fotogrametría a partir de imágenes capturadas con drones pequeños. He escrito varias cosas al respecto y sobre todo me ha interesado el tema de la metodología. ¿Cuál es la forma correcta de poder registrar un edificio usando ese tipo de técnica? Y he hecho varios trabajos comparativos con la Universidad de Brown y con un colega mío que se llama Parker von Barkenburgen. Hemos hecho una comparación de LiDAR y fotogrametría, no solamente comparando los resultados en términos de la curva, digamos, de la nube densa que producen ambas técnicas, sino sobre todo comparando la efectividad del proceso, el costo, el tiempo, ¿no es cierto?, lo que implica poder llevar drones con LiDAR a lugares remotos. Y con esas comparaciones creo que hemos ido desarrollando un conjunto de modelos
para el registro de diferentes tipos de edificio, ¿no? Y si bien es cierto lo que decía el profesor Bodot, de que digamos, el ejemplo presentado con un vuelo hecho en helicóptero, ¿no? Básicamente a partir de un mosaico de imágenes básicamente a la misma altura y luego un par de círculos, no podemos tener precisión en cuanto al levantamiento de los edificios. Hay ahora métodos mucho más detallados que permitirían levantar edificios en gran detalle, ¿no? Claro, es muy difícil combinar un modelo de toda una ciudad, por más pequeña que sea, ¿no? Que necesariamente va a tener muchísimos defectos, con el levantamiento individual de cada estructura, ¿no? Lo que tomaría, es decir, para levantar una catedral como la que Quentin ha presentado, probablemente se necesiten en el orden de las 20.000 fotos, ¿no? Y además claramente tomadas con drones, porque caso contrario, los helicópteros son muy aparatosos, son muy lentos, no permiten tener diferencias en la altura en la que se toman las imágenes. Entonces, como se dice en varios idiomas, ¿no? El diablo está en los detalles. Y aquí el diablo está en el método, ¿no? El método con el cual se captura las imágenes. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en la metodología de captura, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en mi presentación voy a tratar de enfocarme en ese asunto, ¿no? Yo he estado trabajando en un proyecto, en parte con el Ministerio de Cultura del Perú, para levantar sitios, y hemos levantado 1.500 sitios en todo el Perú, ¿no? Básicamente estamos hablando de monumentos, pero algunos tienen la dimensión de una ciudad, Chan Chan, por ejemplo, o Marca Huamachuco, algunas ciudades arqueológicas, evidentemente, ¿no? Y el resultado es sorprendente, ¿no? Y además hay un asunto que creo que es importante. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en este momento... de toute façon, je pense que oui, le côté un peu technique de la question, je ne vais pas pouvoir y répondre, bien évidemment, mais rien que, et je vais laisser la parole après à Yves pour expliquer peut-être l'avantage, les inconvénients du drone, de l'hélicoptère et des autres techniques. C'est vrai qu'il y a aussi le côté comment ça, autorisation, parce que quelque part, donc je vous dis, on a donc le relevé que vous avez vu était réalisé à partir d'un hélicoptère au-dessus de Tournai. Les drones sont évidemment bien adaptés à ce type de relevé. Et par exemple, pour Marrakech, l'autorisation de survol par hélicoptère n'a pas été possible au-dessus d'une ville habitée, très dense. Et il fallait des hélicoptères spéciaux avec 2 rotors plutôt qu'un seul. Enfin, c'était impossible. Donc, il a fallu... Le drone était quasiment la seule possibilité d'avoir des autorisations. Ça, c'est un autre volet qui n'est pas technique, mais qui est aussi, comment ça, très important dans le choix des techniques pour réaliser des relevés. Bon, alors, au niveau des échelles et des différentes techniques, peut-être que Yves, tu peux peut-être répondre beaucoup plus précisément à la question. Oui. Okay. I will answer in English. First, you have to keep in mind that this project is already 4 or 5 years old, and the techniques and the available technique are really different now than at that stage. The size of the area of the project, I mean the old town, the old cities, was not really compatible with flying with a drone, with a light drone, mainly because of the autonomy and the amount of coverage you can do during one flight, but also the range of the control. It was not possible to do the whole coverage, the whole town in just one fly. And very strangely, in Belgium at least, it's much, much easier to get the authorization to fly over a center of a town with an helicopter than with a drone. I think things are evolving now with the European regulation now, but at that time, flying with a drone was really, really complicated. Now, because the object is the whole town, the helicopter is
still, in my view, the most efficient solution. If the object is just one building, even a large building like the cathedral, then of course the drone will be more efficient. And in another project that we will be presented later in the seminar in Benin, we are doing models of very small buildings. Of course, we did it with a drone, and sometimes even with a handheld drone, because it was not very high and it was possible to move around the building just keeping the drone in hand. So it's always a question of scale and the size of the object, and also the availability. To do a model of the town of Marrakesh, in my view, the helicopter will be the best solution. But if it's not possible, if you can not get the authorization, then of course the drone is a good alternative. Then I'm totally agree on that. Now, on the discussion about photogrammetry of LiDAR, it's very complicated. LiDAR seems to be the best solution because of the accuracy, but to get accurate LiDAR survey from a moving object in the air needs a very high accuracy location system, and this is, in my view, not already available on a drone and very expensive on an helicopter. So in my view, for the moment, photogrammetry is still more efficient for aerial survey. For ground survey, no doubt that the LiDAR is the best solution. And of course, you can always combine different sources of information. You can use aerial photo and ground survey. That's not a problem. Okay. There is a question from one scholar from the POCP, Mariana Johamovic, which asks you if you can develop a little more about the opportunities and the possibilities of this superposition, je sais pas, de moments historiques dans les 3D. Je vois que vous savez pas. Okay. Well, the idea, because the point cloud was not very accurate, because I didn't use a differential GPS, etc. So I got a relatively good relative accuracy, but not an absolute accuracy. Means that in order to improve the quality of the model, we use some ground control point. We had a few points that were surveyed with a high accurate GPS, etc. So the whole model was quite as a quite good geometry. Was quite accurate. Then we used the actual model, the current model, as a reference. Means that the models of the historic maquette was calibrated to fit on the current situation. And of course, there were some distortion in the old model, but we were just trying to remove these distortions, just to have two models fitting. Fitting is not perfect, of course, but again, I mean, we are dealing with the whole town, not one building. So it was more an ad hoc solution than a very rigorous implementation, but it works. Okay. Yeah, maybe one additional remark. For us, one of the biggest advantage of using this orthophoto made from our own survey was to be completely free from copyrights, from licensing, from Google Earth or whatever. Yeah. Our own data, we can do exactly what we want, and especially the possibility to make it public, to give it to everybody. It's our data. That makes a big difference compared to actual for commercial remote sensing data that you can purchase, but you cannot distribute. Okay. Thank you.
des oiseaux.